Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Le Club, votre rendez-vous hebdomadaire, bien entendu sur nos différentes antennes. Une édition dans le club qui se teint de vert et de blanc, les couleurs du Raja de Casablanca, le club spécial Raja, avec notre invité ce soir, le président du club, Jawad Ziyet. Jawad, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalal. À nos côtés, bien sûr, pour interroger, contredire aussi le président du Raja, Amin Rahmouni. Amin, bonsoir. Bonsoir Jalal, bonsoir les amis, bonsoir président. Bonsoir, c'est Amin. Avec nous également Reda Alali. Bonsoir Reda. Bonsoir à tous. Alors Reda, ce n'est pas parce que, bien sûr, tu es d'obédience rajaoui que tu ne vas pas être, comme tu l'es toujours, alors souvent, un redoutable consultant, ou alors, pour une fois, mon cher Reda, tu vas caresser l'invité dans le sens du poil, si je peux me permettre. On a ça en commun sur la pilosité capillaire. Sans mauvais jeu de mots. Bon, plus sérieusement, tout au long de cette édition de Le Club, on va revenir, bien entendu, sur cette assemblée générale tenue, bien sûr, par le Raja de Casablanca, une assemblée qui fera date, une AG aussi dont la sérénité, la responsabilité et la transparente assemblée suivie par plus d'1 million d'internautes en direct. On a parlé, bien sûr, de tous les sujets, même ceux qui fâchent, et on est là aujourd'hui, bien entendu, pour évoquer cette assemblée, évoquer aussi le projet du Raja de Casablanca et du comité du club dirigé par Jawad Ziyet. Jawad, d'abord, d'où vous vient cette passion pour le Raja de Casablanca? C'est la toute première question. Vous êtes Rajaoui depuis combien de temps? N'y voyez aucune insinuation. Toutes les questions sont permises. Si Jalal, si Amin et Sereda. Donc vous n'hésitez surtout pas. Non, en fait, moi, jeune, j'ai joué au phare. D'accord. Au foot. Ça commence pas bien. J'habitais Rabat, donc naturellement. Après, j'ai joué au hand à Salé. Puis après, je suis parti faire mes études et j'ai joué en France, aussi bien au foot qu'au hand. De retour, on est dans les années 91-92. La belle époque du Raja commence et j'ai tout de suite été très attiré par le jeu développé et par la philosophie de jeu. En 2014, je m'installe à Casablanca. Et à l'époque, le président était Hamid Souéré. Et tous les week-ends, je lui posais les questions, le résultat. Et au bout de quelques mois, il me dit, écoute, toi, tu dois prendre ta carte. Donc en 2014, je deviens adhérent. D'accord. Et j'ai assisté à de belles assemblées générales à l'époque. Et en 2017 plutôt, disons au bout de quelques années d'adhésion, c'est Abdellah Ghalem m'appelle pour me proposer... 2017 ou 97? Non. Je me suis installé à Casa en 2014, je suis devenu adhérent. Okay. Et en 2017, Abdellah Ghalem est nommé président dans une commission provisoire et il me demande d'être son vice-président. Et donc, je passe comme ça quelques années en tant que vice-président. Et je quitte le club en 2010, où en bon supporter du Raja, je suivais les matchs tous les week-ends et j'essayais de voir ce qui se passait. Est venue cette période fâcheuse et regrettable où les difficultés se sont accumulées. Et puis en avril 2018, donc ça fait 18 mois maintenant à peu près, Si Mohamed Aouzel me demande de revenir. Et comme quand vous avez quelqu'un de la famille qui a un problème, vous ne pouvez pas tourner le dos. Donc je reviens avec Mohamed Aouzel en tant que président délégué. Alors on doit être peut-être un peu inconscient, un peu fou, peut-être ne connaissant pas l'ampleur de la tâche qui nous attend quand on accepte une mission aussi compliquée. Je rappelle juste un petit peu le contexte. Le Raja traversait peut-être l'une des crises les plus graves de son histoire, l'image écorchée, bien sûr beaucoup de problèmes d'argent, beaucoup de problèmes financiers, juridiques, etc. Et sportifs. Même si c'est sportif, vers la fin, c'était pas mal. Plutôt pas mal. Ça se tenait, il y avait des résultats. Tu as gardé ta dignité, tu n'as pas sombré. Mais pour parler du sportif, tu es resté depuis 2013 sans titre national, depuis 2012 sans qualification au pool en Ligue des Champions.
Il y avait une Coupe du Trône quand même, il y avait un titre. Oui, mais bon, on n'est pas dans les... c'est une crise. Oui, C'est une crise. Objectivement, c'est une crise, y compris sportive. Déjà, oui. Voilà, tout le monde a loué le fait que les joueurs étaient restés dignes malgré les difficultés financières. C'est la génération d'ailleurs qui est toujours la génération qui est toujours sur le terrain. Mais en même temps, tu n'as pas joué le titre. Tu n'as pas joué le titre. Mais je finis. Plus que ça, peut-être, Reda, le problème, c'était l'image. Moi, je me rappelle de certaines émissions que j'ai eu à faire où, franchement, c'était terrible pour l'image du club. Oui, et c'est accentué parce que dans la même période, parce qu'il y a une rivalité, je ne vais pas dire, c'est le rival Casablanca et le WAC qui en même temps... Il n'a rien dit pour le moment. Non, enchaîne les victoires nationales et un titre en Ligue des Champions. Donc si tu veux, c'est comme en Espagne, quand le Barça va bien, quand le Barça est en crise, si le Real est en crise, ça passe mieux. Voilà. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc là, ça a créé une espèce de tension qui s'est cristallisée à la fin de la période Hasben et qui a l'air très loin, mais qui n'est pas très loin en termes de temps, quoi. Alors, Jawad Ziyad, dans quel état d'esprit vous étiez au moment en tout cas d'accepter cette mission, sachant un petit peu, en tout cas comme vous avez déjà été dirigeant du Raja, vice-président, les difficultés. Disons qu'en démarrant, on ne connaissait pas l'ampleur des dégâts, ou en tout cas l'ampleur de la crise. On était en avril, il restait encore peut-être un mois et demi de championnat. Et il fallait reconstruire et surtout redonner de l'espoir et redonner confiance à l'ensemble des composantes. Je vous l'avais dit, Sereda l'a dit, la première composante, c'était les joueurs. Des joueurs qui ont passé des périodes très difficiles, où il y avait des grèves, qui n'étaient pas payés. Et quand le spectacle n'est pas au rendez-vous, c'est le début de la fin. Donc là disons qu'on s'est d'abord attelé à redonner confiance, à rebâtir un groupe. Donc il y a eu beaucoup de départs, des nouveaux joueurs qui sont arrivés, et tout ça avec peu de moyens, avec des comptes bancaires saisis, avec des litiges au niveau de la FIFA et de la fédération qui tombaient toutes les semaines. Donc voilà, il y a eu d'abord constitution d'une équipe, et je remercie les collègues qui sont avec nous depuis le début dans cette aventure, que ce soit M. Mahfoud, M. Haddour, M. Belriti et les autres collègues qui travaillent tous les jours pour remettre d'aplomb le club. Et donc on a commencé en travaillant sur redonner confiance également aux salariés du club qui n'étaient pas payés pour certains pendant des années. Donc nous sommes arrivés à prioriser les problèmes et à nous attaquer à chacun des problèmes. Et puis, le groupe s'est très bien repris et on a commencé à avoir des premières victoires. Et quand les victoires arrivent, on rentre dans une spirale positive. Le public revient. Quand le public revient et qu'il y a du spectacle, les sponsors reviennent. Et donc, on est rentré dans cette spirale qui a été, vous l'avez dit, ponctuée après une saison exceptionnelle par 2 titres, des recettes exceptionnelles. On a atteint pour la première fois 106 millions de dirhams de recettes, des recettes stade exceptionnelles de 22 millions de dirhams. On a atteint l'année dernière 6 000 abonnés qui ont acheté leur carte. Cette année, on est à 13 000, donc on est de loin le premier en Afrique. Et bien entendu, tout ça grâce à un public exceptionnel qui n'a besoin que de quelques ingrédients et un peu de spectacle pour réagir très positivement. C'est ce que nous avons vu. Mais parce que vous racontez ça a l'air facile. Franchement, ça a l'air vraiment facile, mais à un moment ou à un autre, il y avait besoin aussi de moyens, parce que payer les salariés, payer les arriérés, payer les joueurs, c'est bien beau. Je suppose que les anciens dirigeants auraient aimé faire la même chose, sauf qu'il n'y avait pas cet argent-là. Mais juste pour d'être un peu mieux précisé, j'ai quand même le privilège d'avoir le président du Raja en face de moi. Voilà, exactement. En plus, tu es payé pour ça. J'ai tellement rêvé ce moment-là. Non, plus sérieusement, quand il est pas mal. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Non, mais c'est vrai, honnêtement, c'est très bien d'avoir. J'ai quand même président du Raja. Non, mais on fait de l'humour, mais c'était quand même président de club. Et ce que je veux dire, je le pense véritablement. Tu m'accuses toujours devant des millions de téléspectateurs de mauvaise foi. Non, mais c'est là, honnêtement, ça je le dis très franchement. Non, mais et ce que je veux dire encore est encore beaucoup plus sincère, c'est qu'aujourd'hui, qu'on peut dire que ce redressement progressif qui va prendre du temps, qui a pris du temps, est quand même un cas d'école dans un pays comme le Maroc. Voilà. Et depuis tout à l'heure, j'écoute le président parler et vous parlez de redonner confiance. Et ma question va rejoindre celle de Jadel. Quand vous parlez de redonner confiance, à un moment,
pragmatiquement, il faut de l'argent, il faut des moyens. Donc comment est-ce qu'on fait pour redonner confiance quand les caisses sont vides, quand vous dites on a décidé conservatoire, quand il y a des litiges qui tombent à chaque fois? Parce que redonner confiance est un beau concept. Mais après, quand il faut la fin du mois arrive et qu'il faut manger... sortir, voilà, alors, deux choses. Pour trouver de l'argent, il faut inspirer confiance. Oui. Nous avons été aidés par les autorités publiques, mais pour être aidés par les autorités publiques, il fallait venir avec un programme et un plan qui tienne la route. Donc ça, c'était la première phase, c'était d'arriver à établir un plan de restructuration du club avec un budget financier, avec des ressources qui tiennent la route. Quand vous allez voir un sponsor et qui vous dit « oui, à un moment, je pensais à retirer ma marque de votre maillot parce que ça devenait intenable ». Et que vous arrivez avec toute une équipe, et ce n'est pas un président tout seul. J'ai cité 2-3 noms, mais je peux citer également tous les autres collègues qui font un travail formidable, au détriment de leur business, au détriment de leur famille, au détriment de leur santé. Et quand vous arrivez avec un programme et que vous arrivez à convaincre, nous avons réussi à atteindre, en l'espace de quelques mois, des recettes records en termes marketing jamais égalées au Maroc, de 33 millions de dirhams. Donc ça veut dire qu'il fallait venir avec un discours très clair. Et notre discours était simple, c'était de dire le Raja, son ADN, c'est la formation. Pour des raisons que je n'évoquerai pas ou que je ne maîtrise même pas, il a été décidé de fermer le centre de formation du Raja. C'est comme si vous produisez ce beau verre, de belles tasses, et que vous décidez de fermer l'usine en disant je vais acheter des tasses et je vais les revendre. Donc attention, le tasse, c'est un sujet sensible. La tasse. La tasse. Et donc, attention. Et donc notre. de Casablanca. Dans notre stratégie, on a remis la formation au centre de toute cette stratégie. Et nous avons commencé à refaire de la formation sans avoir l'outil. Et cette année, en septembre, il y a un mois, on a réouvert le centre de formation qui était fermé depuis un moment. Il faut savoir que la dernière génération qui est sortie du centre de formation, c'est des gens qui s'appellent Benoun, qui s'appellent Omar Boutayeb, qui s'appellent Ben Halib et autres. C'est des jeunes qui sont sortis de ce centre de formation. Voilà. Donc ce discours a plu aux entreprises en disant voilà, nous voulons reconstruire un vrai club, nous arrivons avec une stratégie. On n'est pas là pour rester 10 ans. On n'a pas vocation à rester 10 ans et on ne sera pas actionnaire et on ne tient pas à garder le siège. On est là pour vraiment rebâtir. Ce discours-là, conjugué à quelques résultats, ont fait qu'on a joué à guichet fermé une dizaine de matchs l'année dernière. Ça ne s'était jamais vu. Et donc ça donne reconfiance encore aux sponsors et tous les sponsors ont accepté d'augmenter en 30 à 50% leur budget. Et en interne, comment vous avez remobilisé tout ce beau monde qui était... Alors, ce qu'on a commencé à faire déjà, c'est qu'on a invité tous les anciens présidents, et certains n'étaient pas venus au stade depuis 10 ans. Et donc, ils sont arrivés dans les matchs importants, en demi-finale, en quart de finale, en finale. Et donc, déjà, retrouver cet esprit de famille avec ce qu'on appelle le terme m'échappe, mais les sages, d'accord ? On a fait en sorte que les sages se réintéressent au club. Il y avait des déjeuners avec les équipes, il y avait un certain nombre d'événements. Et tout ça, ça a redonné une belle confiance. Il y a des gens qui me disaient ça faisait 10 ans qu'on n'était pas venu au stade. Et encore une fois, c'est le jeu, c'est les résultats qui ont fait que la mayonnaise. Donc il n'y a pas une recette. En fait, c'est une bonne stratégie. Redonner confiance aux joueurs, les payer. Venir avec un discours vers les autorités publiques pour que les autorités publiques mettent un peu d'argent. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner le détail de l'argent des autorités publiques ? Les autorités publiques, nous avons reçu en 2017-2018 10 millions de dirhams, d'accord, des autorités publiques de la ville de Casa. Et nous avons reçu l'année dernière 7 millions. Et c'est à titre de... Est-ce que c'est une subvention ? C'est des subventions. C'est des subventions au même titre. Prenez tous les clubs. À Agadir, vous avez la région qui donne et vous avez la ville qui donne. À Tanger, vous avez la région et vous avez la ville. Mais c'est l'argent tous les ans, la ville de Casa donnée ? Non, nous avons eu en 2017-2018 10 millions, d'ailleurs en juin, et c'est ce qui a permis de payer un peu les joueurs et de se préparer. Rappelez-vous, on a commencé en juillet. Et on a redémarré en juillet la Coupe de la CAF. Donc ça a permis un peu d'ouvrir les vannes.
Après, derrière, on a reçu l'année dernière 7 millions des autorités publiques. Donc 7 sur 106, c'est 6% à peu près. Donc c'est pas ça qui est décisif. Mais c'est comme en chimie, on appelle ça les catalyseurs. Hein. Il y a des petites choses qui font que ça prend. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Puis derrière, encore une fois, le public est phénoménal. Il est arrivé en masse, il suit son club à Casa, à l'extérieur et même à l'étranger. Et tout ça va dans le bon sens. Avec un stade, excuse-moi, non, juste avec un stade dont les clubs casablancais souffrent mais de fermetures récurrentes. Alors on a un chiffre qui va vous surprendre si je vous dis combien en championnat, sur 15 matchs à domicile, on a joué combien de matchs l'année dernière? L'année dernière 3. 7. 3. Ouh là là. Comment vous pouvez jouer un championnat en plein marasme en plus. Non, mais et sans ça, on a estimé un manque à gagner de 15 millions de dirhams qui serait venu en plus des 106. Ça veut dire qu'on aurait probablement fini l'année à 120 millions si le stade n'avait pas fermé. Et j'ajoute pour terminer, et c'est valable pour... je suis à titre personnel horrifié par je cherche un mot, la nonchalance, la décontraction avec laquelle des matchs de clubs comme ça, populaires, sont placés des mercredis à 16h, des jeudis à 18h, à 15h. On a l'impression, c'est-à-dire que quand tu regardes l'équivalent dans les championnats européens, qu'ils te poussent tout le dimanche à 20h et tu as toute la machine médiatique qui se met en branle pour avoir les clubs populaires. Chez nous, on a l'impression qu'ils cherchent le moment de la semaine où risque d'y avoir personne. Et quand les gens arrivent, ils sont un petit peu déçus. Voilà. Et non, mais sincèrement, c'est ridicule. Je n'en sais rien, mais s'il y a du sécuritaire... Non, je pense, on doit s'améliorer de manière générale, et là je parle de l'ensemble des clubs, au niveau de la programmation. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais au niveau de la programmation... il y a des choses à faire encore, il y a des optimisations à faire, il y a de la planification à faire. On n'est pas encore au rendez-vous. Moi, j'aimerais revenir aussi sur cet événement dernièrement, donc cette assemblée générale du Raja de Casablanca. Franchement, nous, on a l'habitude, on le disait tout à l'heure, soit à des assemblées générales qui finissent carrément en pugilat. Et la prochaine fois, j'enverrai mes deux boxeurs qui en pleine préparation actuellement. Ou alors en 2 minutes. Voilà, le moral, c'est bon, c'est bon, applaudissements et puis c'est fini. Et moi, j'ai suivi un peu, parce que j'ai une vie à part le foot pendant 1h30, parce que ça a duré quand même 7 heures, cette assemblée générale. Dans les 7 heures, ça a duré, et j'ai trouvé ça, franchement, exceptionnel, magnifique, ça fait plaisir qu'au Maroc, on arrive à débattre, et à débattre sereinement, à se dire les choses en face, en public. Une assemblée générale qui a été suivie par plus d'1 million d'internautes en direct. Ça doit responsabiliser et aider un petit peu aussi à voir beaucoup. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça se passe comme ça? Honnêtement, non. Pour être honnête, non. Il avait ramené des gants de boxe. Voilà, vous êtes préparé, effectivement. Là, non, on se disait, il y avait 1 ou 2 sujets chauds. Qui était la société. Ouais, on y reviendra. Ouais. On va en parler, mais on ne comprenait même pas pourquoi c'était aussi chaud. Mais en tout cas, il y avait ce sujet-là. Et il y avait les comptes 2017-2018 avec un exercice à cheval entre 2 comités. Oui. Le comité sortant et le comité présidé par Si Aouzel. Et qui n'avait pas été validé par le commissaire. Il y avait beaucoup de remarques et en fait, l'Assemblée générale avait demandé qu'il y ait un audit poussé. Donc voilà les 2 sujets qui étaient un peu compliqués. Et puis avec les collègues, en préparant tout cela, on s'est dit... Puisqu'on est dans la transparence, on a publié les comptes aussi bien financiers que moraux 10 jours avant, comme le prévoit le règlement intérieur et nos statuts sur le site. Ouais. Ça a beaucoup plu à la presse et ça a beaucoup plu à tout le monde, puisque la chose sportive doit être gérée de manière transparente. C'est le seul moyen, à mon sens, qui va permettre d'attirer des compétences, qui va permettre de tirer vers le haut tout le dispositif. Tant qu'on restera dans l'opacité, tant qu'on restera dans les coups au-dessous de la ceinture, on restera avec des compétences plutôt médiocres qui seront aux commandes. Et ça, on doit dépasser cette étape-là. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, non seulement on donne tout... Franchement, oui. Donc, franchement, c'est bien dit. Voilà. Donc, ça résume bien la situation. Donc, le deuxième élément, on s'est dit, on va tout donner de manière très transparente. Et le deuxième point, on s'est dit, on va diffuser en direct cet événement.
Jamais on s'attendait à ce qu'on atteigne ces... Après ce que vous venez de dire, vous n'allez pas avoir beaucoup d'amis au sein de la famille. Je ne vise personne. Moi, je regarde simplement l'état général de notre sport au Maroc, toutes disciplines confondues. Je regarde également l'état de notre football. On a les moyens d'être les meilleurs en Afrique de manière systématique. Oui. On a les moyens d'avoir des budgets conséquents, importants pour rivaliser avec les grands clubs. Si je reprends des chiffres, quels sont les clubs les plus capés en Coupe d'Afrique? On va trouver le Raja, mais on va trouver le Raja en 4e position peut-être. Et l'Égypte, Tunisie, est-ce que c'est normal que l'Égypte, si je prends d'autres indicateurs économiques, infrastructurels, touristiques, économiques, on est devant ces pays. Pourquoi au niveau du sport, on serait derrière? On est derrière parce que probablement on n'a pas les bonnes... Vous parlez du foot, mais dans d'autres disciplines, on est très loin derrière. Attention, à chaque fois qu'on parle de palmarès africain de clubs sur la durée, donc depuis en gros le début des coupes africaines, donc fin des années 60, je suis obligé de rappeler, juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, et j'ai vraiment envie que tout le monde le sache, que pendant une douzaine d'années, les clubs marocains ne participaient pas. Non, mais on parle ne serait-ce que dans les deux dernières décennies. Non, je suis d'accord. On est derrière l'Ahli, il n'y a pas de problème. Mais ça a été important, parce que... Non, ça a été important. On a le même âge. Peut-être que dans ce plateau, peut-être que les gens se rappellent de notre jeunesse, une coupe africaine des clubs champions, c'était pas le Graal. Voilà. Moi, je me rappelle, j'étais à la finale de Phare Zamalek. La Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe du Maroc n'y participait pas jusqu'à 78. La fièvre africaine mais ce que dit le président, effectivement, est juste. Aujourd'hui, le position de notre football et de ces résultats par rapport aux moyens qu'on peut mettre en place ne sont pas adéquats. Et Dieu merci, cette équipe du Wydad aujourd'hui, ces 5 dernières années, fait en sorte de rehausser un petit peu les... Mais comme en termes de titres, de rétablir un petit peu les choses. Non, mais plus sérieusement, j'aimerais juste... le président a dit une chose qui est très juste. Et vous avez peut-être relevé, Jalel, qu'il ne sera pas d'amis. On va juste rappeler que le discours du président de la fédération, ici même, a été sensiblement le même. C'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même des compétences relativement basses et des gens qui n'ont pas lieu d'être dans le football marocain. Et qu'aujourd'hui, peut-être faut faire en sorte de tirer tout ça vers le haut. Et c'est avec de la transparence, avec effectivement un peu plus de rigueur qu'on y arrivera. Non, mais moi, je veux bien les discours. Moi, je pense que dans le problème de gestion, il y a effectivement une question de qualité de cadre dirigeant dans le sport marocain. Non, elle est là. Mais c'est ça le problème. Il est là le problème. Et tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas que là. C'est là où réside un peu aussi la responsabilité, en tout cas pas la responsabilité du Raja, mais en tout cas ce modèle du Raja aujourd'hui. Si ça marche, eh ben ça va encourager toujours sous les normes thématiques la confiance, d'autres ressources humaines, à s'investir dans le football, parce qu'aujourd'hui, d'autres disent je parle dans un cadre normal. Dans tous les pays, je pense qu'il y a des clubs qui font office de locomotive. Oui. En Allemagne, tu as le Bayern. Voilà. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le Raja, le Wydad, 3-4 clubs comme ça, au Maroc, doivent faire office de locomotive. Mais quand ça ne suit pas derrière, qu'est-ce que peut faire le Raja ou peut faire, tu vois ce que je veux dire? Et même quand ces mêmes clubs qui ont été... Parce que je suis désolé... même comme l'un des clubs les plus populaires s'organise et devient véritablement géré comme une entreprise, même si ça déplaît à certains. Aujourd'hui, même le Raja, même le Wydad et même ces clubs qui sont censés montrer l'exemple n'ont pas toujours été exemplaires. Bien sûr. Oui. Ils n'ont pas toujours été exemplaires, c'est clair, mais c'est là où il faut qu'on rentre dans une spirale positive. Il faut lancer une dynamique pour justement faire en sorte qu'on arrive à attirer des compétences, on arrive à changer le mode de gouvernance. Le passage en société vise également à faire en sorte que des institutionnels s'impliquent en mettant de l'argent, mais en mettant également des ressources capables de tirer vers le haut. Donc pour revenir à l'Assemblée générale, le deuxième facteur qui a été déterminant, c'est de dire nous passons en direct et je félicite à la fois les journalistes présents et surtout les adhérents qui ont fait preuve vraiment d'un grand sens de la communication, qui ont intervenu globalement. Alors il y a eu bien sûr à droite et à gauche quelques personnes qui ont voulu, torpiller un peu l'avancement de l'Assemblée générale, mais globalement, à 95%, nous avons eu un superbe débat. Et j'ai commencé à dire, d'ailleurs, on le voit dans les images, dans le discours introductif, c'est de dire, en tant que comité, nous voulons être challengés, nous voulons être critiqués. Restons professionnels, il y a des millions de gens, pour moi, il allait y avoir des dizaines de milliers de gens qui allaient nous voir. Donnons une bonne image du Raja, abordons les sujets, on accepte de ne pas être d'accord,
échangeant argument contre argument, et finalement, je pense que l'exercice a donné de bons résultats. Et de toute façon, on va poursuivre nos débats avec vous, Jawad Ziyad, président du Raja de Casablanca. Dans la seconde partie de club, on va aller se projeter aussi avec vous sur votre projet, l'avenir proche. Le proche du Raja de Casablanca, le grand club de Casablanca, avec bien entendu le Wydad. À chaque fois que je parle, j'ai peur de te faire réagir. Amine, on se retrouve dans un très court instant pour la seconde partie de club. À tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie de le club. Notre invité aujourd'hui, le président du Raja de Casablanca, Jawad Ziyad. À mes côtés également, bien sûr, toute la Dream Team réunie, exceptionnellement. Reda Alali de retour et puis Amine Rahmouni, très assidu. Amine, ouais Reda. Non, une petite question rapide pour un novice en finance, quelqu'un qui ne comprend pas les bilans. C'est très compliqué pour moi Voilà. Est-ce que le grand ingénieur. Non, mais je suis sincère. Mais tu sais, Reda, même le plan, ta modestie va te... Non, c'est pas vrai. En résumé, pour le novice, est-ce que, alors le Raja, il y a 2 ans, était miséreux, criblé de dettes, ne payait pas son... Il y a 18 mois, ouais. 18 mois. Sans gardien, pas gardien avec des litiges à la FIFA, des litiges à la FRMF, des joueurs pas payés, des entraîneurs. Bon bref, est-ce qu'aujourd'hui, le Raja est riche ou le Raja est pauvre? Non, aujourd'hui, le Raja a fait, je dirais, la moitié du chemin pour sortir de la tornade. La tornade, d'accord. On était dans une tempête. Hein. On était dans une tempête. Je vais vous donner quelques chiffres, ça va être très simple. Ouais. FIFA, on avait 13 ou 14 cas. 70% ont été apurés. On a payé rubis-sur-ongle. Quand vous dites apuré, c'est-à-dire payé. Plus rien à régler. Pour une somme globale de FIFA, ça a dû au total, on a dû être à 7 ou 8 millions de dirhams. Wow, 70%. Non, 70% réglés, il reste 30% des dossiers. Il reste 30% des dossiers. Fédération, alors là, tenez-vous bien, période 2016-2018. 51 dossiers jugés contre le club. On va trouver des joueurs, on va trouver des docteurs, on va trouver des entraîneurs, des assistants coachs, on va trouver tout le monde. 51 dossiers jugés. Depuis moins de 26 par an. Donc en fait, tout le monde vous a traîné en justice. 2019, 0 dossier jugé contre nous. Donc ça veut dire qu'on a travaillé sur le stock, et sur ce stock, c'est à peu près 47 millions de dirhams. 47 millions, les 51 dossiers pèsent pour 47 millions de dirhams. On a réglé la moitié. Il nous reste 23 millions à gérer. Dans ces 23 millions, on va trouver un dossier, un joueur, vous allez le reconnaître, qui a gagné le club pour 9 millions de dirhams. Par exemple. 9 millions de dirhams. Donc il n'a même pas joué un match. Donc voilà un peu le type de mode de gestion ou cette manière de faire en tout cas. Voilà ce que nous avons dû gérer. Donc la dette, elle est encore là. Alors dans cette dette, on est arrivé, il y avait 160 millions de dirhams de dette. On estimait que sur les 160, il y avait une partie de dette fiscale. Tous les clubs ont cette dette fiscale. Et il y avait 100 millions de dettes qu'on estimait dangereuses, en face de laquelle... il fallait faire face à cette dette. Ces 50 millions, on les a baissés de moitié. On estime que la dette dangereuse aujourd'hui est de 50 millions. À chaque fois, quand vous dites on l'a géré, c'est-à-dire que vous avez payé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, dans votre gestion, est-ce qu'il n'y a pas peut-être moyen de... On a fait plusieurs choses. On a négocié. Peut-être 5-6 millions de dirhams qui ont été négociés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un à qui vous devez donner 100. Vous dites, écoutez, ça fait 3 ans que vous attendiez 100. Vous allez prendre 50 tout de suite et vous allez oublier les 50 restantes. Et là, on a réussi à épargner pas mal, exactement. Donc, il y a eu cet effort d'assainissement avec ces litiges à répétition qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est de faire en sorte que tous ceux qui partent sans litige, qu'ils n'aillent ni à la FIFA, ni à la fédération. Sur ça, on a fait peut-être une vingtaine de départs. On a 2-3 dossiers un peu compliqués qu'on est en train d'essayer de gérer. Parce que là aussi, quand quelqu'un doit partir, on essaie de défendre au mieux les intérêts du Raja. On lui dit, OK, tu dois 100, écoute, on va te donner 80 ou 70. Et des fois, le gars accepte, des fois, le gars n'accepte pas. Mais en tout cas, il y a 2-3 dossiers. Donc voilà un peu les... Maintenant, ça, c'est on va dire, la gestion de la crise. Maintenant, pour être positif,
c'est le développement, parce qu'on est passé de à peu près 60 millions de dirhams de chiffre d'affaires en 2017-2018 à 106 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Restons juste sur un sujet qui a été longuement aussi débattu lors de cette Assemblée générale, le cas Mohamed Fakher. Vous en êtes où? Alors, le cas Mohamed Fakher, le tribunal arbitral suisse a jugé l'affaire en défaveur du Raja. La réglementation ou la loi internationale veut que quand un tribunal arbitral, que ce soit la Chambre de commerce de Paris, que ce soit le tribunal du sport en Suisse, pour que cette décision soit exécutoire au Maroc, il faut un jugement d'exéquatur. Il faut qu'un juge marocain reconnaisse que la décision n'est pas contraire à l'ordre public. Voilà. Cette étape n'est pas encore franchie. D'accord ? Cela n'empêche pas peut-être l'ouverture de discussions à l'amiable pour essayer, entre un Rajaoui et le club du Raja, de trouver une voie raisonnable et une voie de conciliation. Donc c'est quelque chose que nous n'écartons pas, parallèlement à la discussion ou parallèlement au process qu'il y a pour l'exéquature de ce jugement-là. Le statut de la dette de Mohamed Boudrika, puisqu'on est dans des cas particuliers, ça a été l'objet de longues discussions, puisque de l'avis même de M. Talbi, qui est le patron de la commission de contrôle et de gestion au niveau de la fédération, les comptes ont été certifiés avec une seule réserve qui sont justement les 10 millions qui sont inscrits dans les comptes, demandés par, ou en tout cas inscrits dans les comptes comme une dette de M. Boudrika. Mais justement, est-ce que c'est un prêt ou un don? Enfin, on n'a pas très clair. Alors, il y a deux composantes. Il y a une réserve et une observation. La réserve, c'est les 10 millions. Nous n'avons pas trouvé de justificatif puisque pendant la période de turbulence, il semblerait que les documents aient été perdus et toute la comptabilité était perdue. Donc, ces 10 millions, l'Assemblée générale nous a demandé... À l'heure du numérique. Non, on dirait qu'on parle du Moyen-Âge. Voilà, exactement. On dirait qu'on parle des archives 2019 des archives de Moulay Ismaïl. Le carton qui a... En tout cas, on n'était pas là. Donc, nous, l'Assemblée générale nous a chargé de demander à M. Boudrika l'ensemble des justificatifs pour essayer de reconstituer et de voir qu'est-ce qu'on peut reconstituer dans cette dette. Il y avait un deuxième volet, et ça a fait l'observation. Ça fait l'objet d'une observation du commissaire aux comptes. Disons que c'est un compte débiteur au niveau de la banque Tijari Wafa Bank, et pour lesquels le compte était débiteur à 8 millions, il est passé débiteur à 5 millions, et M. Boudrika a payé le delta de 3 millions. Il y avait un débat sur est-ce un don ou est-ce un prêt. M. Boudrika, en séance plénière, donc devant l'ensemble des adhérents, a confirmé que c'était de l'argent prêté au Raja. Prêté. Donc 3 millions sont prêtés, sont identifiés, on n'a pas de problème. Les 10 millions, on va rentrer dans un long process pour essayer de reconstituer ces 10 millions et de voir à quoi ça correspond. Parmi les autres sujets chauds de cette Assemblée générale, la société anonyme, il y avait vraiment beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de débats, peut-être beaucoup aussi d'incompréhension par rapport à cette histoire. Je pense que globalement, c'est une petite révolution qui se prépare, mais une révolution qui peut-être n'a pas été suffisamment vulgarisée. En deux mots, la loi 3009, qui régit le sport aujourd'hui au Maroc, stipule que tout club qui a une activité professionnelle doit loger l'entité ou l'activité professionnelle dans une société anonyme. Donc ça, c'est la loi, et la fédération a fixé un ultimatum pour que tous les clubs créent cette société anonyme. Très bien. Qui est actionnaire de cette société anonyme? C'est l'association qui détient la licence au niveau de la fédération, qui est propriétaire du logo. Notre association date de 1949, donc elle a 70 ans. C'est cette association qui doit être au début actionnaire. Très bien. Sauf que la loi sur la SA dit, quand on crée une société anonyme, il faut 5 actionnaires. Donc le premier actionnaire, on l'a trouvé, c'est l'association. Quid des 4 autres actionnaires? Et c'est là peut-être où les gens ont interprété différemment, où il y a eu de la spéculation. Nous n'avons pas, nous, aujourd'hui, vocation à donner ces actions à quiconque. Est-ce que les 4 actionnaires doivent avoir un minimum d'actions? Finalement, c'est la part la plus importante, parce que si on a 99,05... La loi permet à ce qu'il y ait 4 actionnaires ayant chacun une action. Donc le schéma qu'on a préconisé, il est très très simple.
c'est de dire 99,5% des actions sont détenues par l'association, c'est clair. Et on crée une société avec le capital minimum pour nous conformer à la loi. Et on dit, nous avons un bureau composé d'une quinzaine de personnes, on va donner à chaque membre une action. Et le jour où ce bureau change, les actions sont remises à l'association et le nouveau bureau, donc c'est ça le schéma. Les récupère. Donc comme ça, on a réglé le problème et on passe cette étape. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on n'a rien réglé. Ce n'est pas en mettant une société de 300 000 dirhams qu'on va révolutionner le football marocain. C'était ça ma question. Alors on arrive, étape 2. Et je pense que c'est le schéma préconisé par la fédération et il tient la route. Étape 2, on évalue les actifs. Et ça, c'est un travail un peu plus compliqué. Quand vous dites très bien, j'ai une équipe de 30 joueurs professionnels, cette valeur, ces 30 joueurs professionnels, il faut les passer dans la société. Donc on apporte un actif. Oui, bien sûr. À combien on le valorise? On le valorise à la valeur des contrats, on le valorise, il y a du goodwill, c'est une discussion à avoir. Après, on dit très bien, j'ai des infrastructures. J'ai une nouvelle académie aux standards internationaux, j'ai le centre de l'Oasis, on voit les images ici. Qu'est-ce que je fais? Je les transfère définitivement au niveau de l'association, au niveau de la société, donc avec un équivalent d'une cession ou un apport en actifs, ou est-ce que je les loue? En tout cas, je mets à disposition de cette société quelque chose qui a de la valeur, une académie, à combien, dans quelles conditions financières. Et troisième élément, j'ai un logo qui est très cher à des millions de Rajaouis et de Marocains, la marque, je la mets à disposition. Ça vaut combien? Ça vaut 50 millions, ça vaut 100 millions. Donc l'objectif, c'est de créer de la valeur en apportant tous ces actifs-là au niveau de la société. Vous avez lancé la valorisation de tous ces actifs? Pas encore. Nous, on a eu du mal à trouver déjà nous mettre d'accord sur les 4 actionnaires. Ce que nous avons dit, par contre, à l'Assemblée générale, c'est que dans les textes créant la société, parce qu'il y a les statuts, et il y a la convention qui va lier l'association et la société. Ah oui, voilà. Ça va lier la fille et le fils. Il y aura cette convention. On a dit, tous ces documents, aucun transfert d'actifs, aucun actionnaire ne rentrera sans revenir à l'Assemblée générale des adhérents pour que vous puissiez valider à la fois la valorisation et toutes les démarches. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait ça, on va avoir une société qui n'a plus 300 millions de capital, qui va arriver. Un journal hier a dit que ça valait 400 millions, je ne sais pas. La valorisation le dira. Mais là où ça devient intéressant, c'est derrière aller voir des institutionnels ou des investisseurs en disant, voilà, on pense que ça vaut tant. On a déjà mis tant, mettez 300, mettez 400 millions de dirhams de cash. Et là, ça change tout. Là, on a une société avec des joueurs, avec des actifs, avec la marque, avec un centre de formation géré au standard international, et on a du cash. Et une bourse éventuellement. Et pourquoi pas une introduction en bourse pour que tous les Rajaouis puissent acheter une action. Et là, on rentre, à mon avis, dans une nouvelle ère où on va pouvoir aller rivaliser. Vous avez un échéancier pour ça? Pas pour l'instant. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la société, on va la créer en novembre. D'accord. Et on va lancer tout de suite la due diligence sur la partie valorisation, établissement de business plan. La fédération a mandaté à sa charge des consultants pour accompagner chaque club pendant une durée de 1 an pour mettre en place tout le processus. Donc c'est bien, c'est démarré. C'est bien, j'ai compris. Ça fait longtemps que j'essaie de comprendre, j'ai compris. Moi, j'ai une petite question par rapport... C'est clair. C'est clair, sauf le côté... sauf la valorisation, je n'ai pas très bien compris qui l'a fait. Non, mais c'est... Non, c'est des exercices très faciles. Il y a des financiers. Des experts, quoi. C'est des experts qui vont sur des modèles, soit ce qui a été fait en Europe, et en réalité, tu fais un business plan. Tu dis très bien, si je mets tout ça, cette nouvelle société, ça sera plus 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires dans ce cas-là, puisque... on aura des moyens et tout ça, tu vas avoir un chiffre d'affaires qui va augmenter. Tu vas avoir des revenus qui vont augmenter. Tu vas commencer à former des joueurs et les vendre. Donc tu te projettes sur 10 ans et tu dis, voilà, sur 10 ans, je vais gagner tant et tant. Et c'est exactement comme on fait pour une société qui va rentrer en bourse. On lui fait un business plan sur 10 ans et sur la base de ça, on en déduit une valeur. Moi, je voudrais venir au Raja, non pas sur la composante jeu ni business, mais sur les tribunes. En fait, en ce début d'année, les supporters du Raja ont occupé l'espace médiatique, serait-ce que par le match contre le Quds ou bien des plein d'initiatives qui font que c'est énorme l'impact de ce peuple. Et j'ai l'impression que le Raja, en termes de merchandising, pour rendre de cette passion consommation,
on a des clients qui ont tous envie d'avoir, mais c'est vrai, 10, 20 produits, comme le font les clubs européens ou même les clubs sud-américains, où on t'accompagne de ta naissance à ta mort depuis la tétine ou le bavoir de River Plate jusqu'à... Jusqu'au cercueil. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai l'impression que nous, on n'arrive pas à faire démarrer ce truc. Il y a la contrefaçon aussi. Non, mais il n'y a pas que la contrefaçon. Non, il n'y a pas que la contrefaçon. Je pense que quand ils sortent des produits, disons, brandés et vrais, il y a des gens pour les acheter. J'ai l'impression que sur ce côté-là, alors je sais qu'on ne peut pas tout faire, mais je pense qu'on a du mal à démarrer. On a les clients, on a l'image, on a le public et on n'a pas la machine. On a lancé 3 initiatives dans cette direction. La première initiative, c'est que on est le premier club à vendre sur Internet. Qu'est-ce qu'on a vendu sur Internet? La première chose, on a vendu ce qu'on voit ici, c'est-à-dire les cartes. On fait 3 à 4 000 billets vendus sur Internet. Vous imprimez chez vous votre billet dans un papier A4 quand vous allez faire au Bernabéu ou où vous voulez en Europe et vous venez avec votre billet, vous arrivez à rentrer. Voilà, donc ça c'est fait, ça fonctionne et ça fonctionne tous les matchs et ça fonctionnera. Et notre objectif, c'est de monter. Aujourd'hui, c'est peut-être 10% des billets, mais c'est d'arriver à terme à beaucoup plus. C'est des choses qui ont marché, ce genre de choses. Ça fonctionne. Parce qu'on va tous au terrain et je peux te dire que le contrôle aujourd'hui qui commence 300, 400 mètres avant l'entrée même du stade, je le vois mal se satisfaire d'un papier A4 qui peut contenir tout et n'importe quoi. Le ticket, un ticket normal. C'est Amine, on a le vérifié 10 fois. C'est Amine, on a même été félicité par les services de sécurité qui trouvent que justement, ça met beaucoup moins de pression sur les points de vente au moment de la vente, bien sûr, et beaucoup moins de contrefaçon et tout cela. Donc le deuxième élément, c'est les cartes. 13 000 cartes. Et on a vendu sur les 13 000 cartes à peu près 20% sur Internet. C'est vrai. Donc ça, Nous avons fait un test qui est pas mal. On est à quasiment 700 000 dirhams aujourd'hui de vente de polo et de casquettes exclusivement en ligne. Et je pense que le futur, ce sera cela. Le merchandising, ce sera en ligne. Donc nous l'avons testé, nous allons avancer et en fait avoir de manière permanente une plateforme de vente avec tous nos produits. On n'a essayé que 2 produits, mais on va développer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est là que depuis 18 mois et il fallait travailler sur tous ces fronts. Non, je comprends. Et voilà. Mais sinon, bien entendu que le merchandising qui fait aujourd'hui peut-être 1 million de dirhams doit être à terme, ça doit être 5, 6, voire 10 millions de dirhams. Et on peut le faire. Il faut avoir bien entendu la volonté de le faire. Il faut avoir le bon partenaire de marque. Donc également une marque qui puisse nous accompagner et trouver le bon circuit de distribution. Parmi les sujets qu'on a trouvés sur la table, c'est les fameux Raja Store. On ne s'y est pas encore attelé, il va falloir qu'on s'en occupe également. Mais le digital va nous aider beaucoup dans cette direction. Amine. Moi, j'irais plus question à venir par rapport aux objectifs, parce que c'est bien beau de restructurer. Au-delà de l'académie, du sportif pur, parce que je pense aussi que les gens qui n'ont pas pu voir l'AG en direct seraient quand même curieux de savoir aujourd'hui que c'est bien de restructurer, de mettre de l'argent, tout ça, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, sportivement, quels sont vos objectifs à court terme? J'ai cru lire que, en comparable, un quart de finale, éventuellement les deux premières places en Botola pour aller en retourner ce qui est à votre place naturelle, qui est donc la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, vous, en tant que dirigeant, quel serait le minimum à atteindre sur cette saison déjà 2019-2020 et par la suite sur les 2 ou 3 prochaines années? Alors, quand vous devez faire un budget, vous devez prendre des hypothèses. Donc on a pris des hypothèses en se disant très bien, l'année prochaine, on fixe 100 millions de dirhams de revenus par rapport à 106 cette année. Et dans ces 100 millions de dirhams, il faut nécessairement, pour quantifier, prendre des hypothèses sur des niveaux de performance sur la Champions League. Donc ce qu'on a affiché, c'est que des hypothèses qui doivent être prudentes, parce qu'on ne va pas promettre à l'Assemblée Générale de faire 200 millions et puis demain ne faire que 100. Donc on a affiché des hypothèses très prudentes. Maintenant, notre objectif, on a affiché, je crois, quart de finale dans les 2 compétitions. Comparables. Bien entendu. Mais ceux-ci ne sont pas nos objectifs sportifs. Nos objectifs sportifs, après une saison où on gagne 2 titres, il faut qu'au moins on finisse la saison avec au moins un titre, et sur les 2 autres compétitions en allant le plus loin possible. Et bien entendu, je pense que la place naturelle... Aujourd'hui, la Coupe du Trône, c'est terminé, donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste la Botola. Botola, Champions League, Coupe arabe. C'est ça, donc enfin un titre sur les 3 compétitions. Un titre sur les 3 compétitions, et sur la Botola, le Raja, sa place naturelle, c'est la Champions League. Donc il faut qu'on finisse dans les 2 premières places, et pourquoi pas champion. Il y a une compétition un peu bizarre là qui
qui n'existe que chez nous, c'est-à-dire chez les Arabes, la Coupe arabe, compétition non reconnue par la FIFA, en même temps compétition richement dotée, et en même temps cette année qui s'appelle la Coupe Mohamed VI, si je ne me trompe pas, donc doublement, voilà, donc il y a une symbolique, et troisième façon de la rehausser, qui nous donne un derby très tôt. Voilà, un derby très tôt. Comment vous allez gérer cette chose-là qui arrive très tôt? C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on raconte aux gens, voilà, on est parti sur une année, il faut faire confiance, il faut qu'on travaille, il faut qu'on construise. Cette espèce de derby anticipé avec une élimination directe, ce qui de tête s'est jamais fait. Je pense à part une Coupe du Trône, enfin, je veux dire, en niveau continental ou international, je n'ai jamais vu, moi, un aller-retour à Casa entre les voisins. Non. Voilà. Quel discours vous avez en interne par rapport aux joueurs et par rapport aux coachs? Est-ce que ce match-là peut complètement changer la tête de la saison qui vient, quoi? Moi, je dirais on a un mois de novembre très difficile, puisqu'il y a les 2 premiers matchs. Il y a le tour de l'Union arabe, donc avec le match aller-retour, et puis il y a également le match de Tcharji. Je pense que nous avons l'effectif et une préparation qui nous permet d'aborder sereinement ce mois de novembre. Maintenant, c'est le football. Et il y a un perdant et un gagnant. Donc moi, je ne me lancerai pas dans le jeu des pronostics. Les discussions que nous avons avec le staff technique, mais également avec les joueurs, que j'ai rencontrés d'ailleurs juste aujourd'hui, avec qui j'ai déjeuné aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on se prépare, il faut qu'on se donne toutes les chances, il faut que physiquement on soit bon. Donc on a renforcé l'équipe, on a en permanence 6 ou 7 kinés qui tous les jours massent les joueurs, préparent les joueurs et tout ça. Donc on se donne toutes les chances, on met en place tous les ingrédients nécessaires. Après, c'est le football, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. On aurait aimé rencontrer le Wydad en demi-finale ou en finale. Ça aurait été, je pense, le positionnement idoine et qui correspond au statut des deux clubs. Maintenant, c'est le football, donc on accepte et on essaie de nous préparer le mieux possible. Et puis, ça reste quand même au final qu'un sport. En parlant de préparation, il y a un joueur qui est très attendu aussi par tout le monde, parce que déjà c'est un garçon formidable et puis c'est un super joueur. C'est Hafedi. On le reverra quand sur un terrain? Face au Tcharji. Inch'Allah. Ce que je peux vous dire, c'est que, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier les dirigeants de Aspire qui ont accepté de prendre en charge l'intégralité de l'opération et de toute la phase de préparation post-opératoire. Ce que je peux dire, c'est que Hafedi sera là début novembre. Donc, professeur Larsi, notre médecin, va la semaine prochaine à Doha pour gérer toute la phase de transition. Donc, il reviendra. Il a déjà bien entamé le ballon, le maniement du ballon et tout ça. Après, il conviendra d'attendre le diagnostic du médecin et puis le feu vert du médecin pour voir quand est-ce qu'il pourra... Mais vous tablez sur... Bon, je pense que s'il est là pour le match de Tcharji, ce serait une très bonne chose. Non. Et la symbolique est très belle. La symbolique est très belle. Oui, mais bon, si on peut éviter aussi. Le foot marocain est actuellement secoué par un débat très intense, parfois dur, sur le statut, sur que vaut le botoliste, pour aller vite. Que vaut le botoliste étant... c'est dans les paroles de Vaïd, c'est dans les paroles des supporters. C'est un énorme débat alors qu'il reste 2 minutes. Non, c'est juste pour savoir, en tant que président d'un club marocain, qui apparemment pratiquerait un sport qui n'est pas le foot. Ça va, c'est une déclaration déplacée. Puis elle est amenée à être commentée. La question est bien placée. Moi, je pense que Vaïd Halilhodžić fait partie des 3 entraîneurs qui ont gagné la Champions League avec le Raja, en tant que coach du Raja. Donc je pense qu'il y a un peu un malentendu et peut-être un problème d'élocution ou d'explication. Maintenant, est-ce qu'il a tort sur toute la ligne? Je ne sais pas. C'est sûr qu'on peut s'améliorer encore en tant que joueur, mais moi je pense que la valeur ajoutée et tout ce que nous avons fait au niveau de l'équipe nationale, nous l'avons fait avec des joueurs locaux. Et on ne peut pas rester avec une configuration où 95% des joueurs de l'équipe nationale, que ces 95% soient formés en Europe. Il faut qu'on soit en mesure de former nos propres joueurs et qu'ils aient le niveau. Et on a aujourd'hui, on l'a vu sur le dernier match, on a aujourd'hui de très bons joueurs qui peuvent intégrer l'équipe nationale. En tout cas, avant de finir, vous êtes présenté par beaucoup, en tout cas comme de véritables ovnis, votre comité en tout cas, et la composition des ovnis. Il y a quelques d'autres exemples, un peu le FUS, aussi la fédération.
la Fédération royale marocaine de football. Il y a Rallam aussi, Rallam 1 qui était... Oui, mais pas tout le comité, là. C'est vraiment un comité de scientifiques, d'ingénieurs, de PowerPointers, voilà. Et ce qu'on vous reproche des fois... Non, parce que c'est une. Au-delà de la légitimité populaire, c'est votre manque peut-être de connaissance du monde du football, de roublardise, voilà. On vous dit vous êtes peut-être un peu trop mou, un peu trop gentil, un peu voilà. Donc, vous m'avez compris. Non, très bien. Nous, ce qu'on dit, nous disons que nous avons des valeurs. Ouais. Et il y a des terrains sur lesquels nous n'irons jamais. Quitte à laisser la place à d'autres qui, par principe, qui croient dans ces types de... Ouais. Nous avons des valeurs, on a un rôle social important, on a un rôle éducatif important, on est suivi par des millions de personnes. Et nous croyons dans un Maroc géré par des valeurs, avec des valeurs, un Maroc sportif où le travail, le sérieux prime. Maintenant, on n'est pas dupe, on sait comment ça fonctionne dans certains cas, donc on gère en conséquence. Non, on est très à l'aise par rapport à ça, et on est également, on croit dans une deuxième approche, c'est-à-dire que chacun est responsable. On a un coach, on a un directeur sportif, c'est pas au président d'aller faire la composition de l'équipe. Ouais. Sinon, je deviens coach et je vire le coach et je laisse la place à notre président. Donc chacun fait son job. Et vous économisez le salaire. Si je deviens coach, Merci beaucoup, Jawad Ziyad. C'était un plaisir pour nous que de vous avoir parmi nous dans le club pour la première fois. Jawad Ziyad, qui était notre invité dans le match juste après, bien sûr, sa nomination à la tête du Raja de Casablanca. C'était une belle occasion de faire un petit peu le bilan de ces 18 mois. Merci beaucoup à Reda Alali. Merci. Comment je me suis bien tenu ? Amine, qui était vraiment très bien tenu, très bien comporté durant cette édition spéciale Raja de Casablanca. C'est la fin de cette édition de Club. Mille merci de l'avoir suivi. On se retrouve les amis la semaine prochaine. Ciao, ciao.